Dans ce cas-là, je vais me taire et laisser place à Jean-Christophe Nadeau, JC Comptoir, notre cher conteur cuisinier. M'a te garder avec moi 2 secondes, par contre, parce qu'il y a des choses importantes à dire malgré tout. Parce que Erwan, il est bien gentil de me présenter comme étant le maître d'œuvre de ce que vous allez manger ce soir, mais tu as été un très grand collaborateur là-dedans. Moi, je viens de Québec, on s'entend. Je viens pas de Québec, mais en ce moment, je suis installé à Québec. Fait que j'ai 10 heures de route à faire pour venir vous cuisiner ici ce soir. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai pas été capable de me procurer d'avance pour des raisons de salubrité alimentaire. Puis surtout parce qu'on travaille énormément en collaboration avec des producteurs locaux pour vous offrir un super beau menu ce soir. Alors... Erwan, en plus d'être membre du CA, a également été mon commis d'épicerie, a parcouru les différents producteurs. Exactement, afin de vous procurer des excellents produits qu'on va vous mettre en valeur ce soir dans le menu que vous allez déguster. Puis évidemment, comme c'est lui qui a fait les commissions, je ne connais pas tous ces producteurs par cœur. Alors j'ai fait une petite feuille de notes pour les remerciements. J'espère que tu arriveras à relire mon écriture. Et ça commence mal. OK. Alors... pour ne pas vous vendre trop la mèche sur le contenu du menu, on va vous l'expliquer au fur et à mesure. Je vais quand même mentionner les collaborateurs avec qui on a fait affaire dans le cadre de ce soir. À mentionner d'abord les entreprises Pelure qui nous ont fourni des super beaux légumes. D'ailleurs, vous les découvrirez bien assez tôt. On a également le potager du pouce vert qui est mis en valeur ce soir. On a le chocolat de Choco Mango. Ben oui, un classique. Ben oui. Ensuite de ça, on a le poivre des dunes du goût du pays. Ben oui. Ensuite de ça, là, pour vrai, là, t'écris tout croche. OK, les productions de viande de ce soir, c'est la ferme Bordelot qui Voilà. Et évidemment... tu remarqueras que les 5 MRC sont représentés. Oui, avec ça. Et pour couronner le tout, en plus de boire de la bière du prospecteur ce soir, on va aussi la manger pendant le menu. Alors, c'est vrai. Tant qu'à être local, soyons-le pour de bon. Alors, je voulais te remercier pour avoir fait ces achats-là. Je trouve que c'est très important de mentionner le travail de nos commis d'épicerie. Alors, juste pour peut-être, avant de tomber dans le nerf de la guerre, vous faire un petit aperçu de ce qui vous attend ce soir. En fait, moi, je viens, comme je le disais tout à l'heure, de Québec et j'ai un lot d'histoires un peu saugrenues à vous raconter. En fait, on me présente comme un conteur cuisinier. Cuisinier, peut-être pas le mot idéal, peut-être parce qu'en fait, je suis un cuisinier amateur, donc autodidacte. Herman l'a très bien mentionné, je suis participant à MasterChef. Moi, je suis quelqu'un qui a appris par moi-même la cuisine. Et c'est la même chose, en fait, pour les contes. Les contes, en fait, je suis pas nécessairement quelqu'un qui écrit des contes originaux. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la lignée, par exemple, d'un Fred Pellerin, même si j'aimerais, par exemple. Mais, en fait, je me considère plus comme un raconteur ou un reconteur plutôt. Quelqu'un qui écoute énormément aux portes, qui récupère beaucoup d'informations à gauche et à droite et qui pond ensuite de ça des histoires et par extension des menus. C'est un petit peu ma manière de procéder. Donc, au même titre, en cuisine, je récupère plein de petites idées, je vous invente des plats saugrenus. Je raconte un petit peu de la même manière. Je viens un peu du domaine de l'improvisation. Alors moi, en fait, je n'ai pas de plan de match précis ce soir. J'ai surtout plein de belles idées que je vais vous partager puis vous véhiculer. Alors, on va jazzer ça ensemble pour être sûr qu'on passe une belle soirée. Une de mes vertus fondamentales, en fait, c'est celle de l'hospitalité. Moi, je pense que les plus beaux moments qu'on passe, ça va être autour de la table alors qu'on reçoit des gens à la maison. Évidemment, c'est le moment de partager nos histoires, des repas, mais aussi des valeurs qui sont vraiment importantes. Et surtout, tout ça, c'est centré au niveau du plaisir et du rassemblement populaire, ce que je trouve qui est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est une vertu d'ailleurs qu'on a hérité des Grecs. Ma copine pourra en être témoin, ayant fait des études anciennes très poussées. La vertu d'hospitalité chez les Grecs, en fait, pouvait même être punie par Zeus si jamais les gens ne me faisaient pas preuve d'hospitalité. Alors, je pense que ça m'a un petit peu marqué, puis ça a un petit peu teinté ma vie. Pour vous faire un petit historique personnel, en fait, moi, j'ai déménagé partout au Québec quand j'étais plus jeune. Je me suis fait varloper là, par mes parents à gauche et à droite du pays. Je suis né, en fait, dans la région de Notre-Dame de Portneuf, donc quand même un bon bout d'ici. Et de fil en aiguille, j'ai déménagé autant à Donnacona, Cap-Santé, Alma, au Lac-Saint-Jean. Je suis retourné à Québec. J'ai vraiment déménagé en moyenne une fois par année pendant 10 ans, ce qui m'a fait voir beaucoup de pays faire perdre beaucoup d'amis par la même occasion parce que j'étais en très bas âge. Et ce qui m'a en fait un petit peu rempli la tête de plein de beaux éléments de décor. En fait,
pour ce soir, en fait, comme je voulais, pour la première participation au festival, un peu plus rassembler des idées qui me sont parvenues justement dans les rencontres, dans des repas avec des gens, toutes les mentions de l'Abitibi-Témiscamingue que j'avais pu avoir, et vous, en fait, servir un menu thématique pour vous autres, alors que c'est aujourd'hui la première fois que je mets les pieds en Abitibi. Alors, je vais être peut-être prétentieux, vous me corrigerez si je me fourvoie dans votre magnifique culture que je tâche toujours d'essayer de découvrir. J'essaierai de vous rendre justice si je dis de la merde, évidemment. Dites-le moi, je prends très bien les commentaires, ça va me faire plaisir. Je cracherai pas dans votre assiette, je vous assure. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, je suis né dans la région de Portneuf. La région de Portneuf, en fait, j'habitais dans le rang de la Chapelle, qui est vraiment là, un rang à peu près à 9 km de la civilisation, passé Notre-Dame de Portneuf, dans le bois, dans un endroit qui s'appelle le rang de la Chapelle. De nos jours, en fait, le rang de la Chapelle, on l'appelle le rang de la Chapelle plus de chapelle, parce qu'elle a passé au feu, il y a un pyromane qui a sacré le feu là-dedans, et donc on est vraiment rendu dans un beau petit endroit champêtre qui... on va dire, continue à vivre sa petite vie malgré les incendies. À cette époque-là, en fait, un bon redneck, parce que oui, j'habitais sur une ferme, j'étais un peu un redneck de fond de région, tout le temps le cou bien enflé par les coups de soleil. J'habitais justement juste à côté de chez mon petit cousin qui s'appelait Nicolas, un petit blond aussi tête en l'air que moi, puis aussi débile que moi. On a vécu les 400 coups, puis je pourrais vous faire un show complet juste sur les mésaventures qui nous sont arrivées, moi et Nicolas. Mais, en fait, ce que je veux vous raconter, en fait, et ce qui va donner un peu le ton général à la soirée, c'est une rencontre qu'on a faite alors que moi et mon petit cousin, on s'est fait envoyer dans un camp de vacances par mes parents. Puis vous allez voir comment ça va se ramener tranquillement pas vite en Abitibi par la suite. C'est assez ironique de dire qu'après ça, je suis devenu moniteur de camp de jour. Mais j'ai vraiment vécu des expériences traumatisantes dans des camps de vacances qui auraient sans doute fait perdre la boule à la majorité des enfants. Puis en fait, ça explique peut-être bien des choses sur comment est-ce que je suis de nos jours. Donc, mes parents, en fait, un été, nous ont envoyés dans ce qu'on appelle le camp de vacances du lac Simon, qui est vraiment dans la périphérie là, de la MRC de Portneuf. C'est un super beau camp de vacances dans lequel on a passé nos étés. À l'époque, je le trouvais vraiment laid à chier, on va s'entendre. Je ne me tentais pas d'être là. Mes parents m'ont dompé là. Puis j'en braillais. Les moniteurs ont dû appeler à la maison pour que mes parents viennent me rechercher. Puis ça s'est engueulé pour reste pas. On voit un petit peu l'idée. Tu sais, moi, j'ai été élevé là-bas à coups de ballon en pleine face, à coups de simili-noyade en canot, puis à me faire asperger à coups de pagaie, là, okay? La shot au complet. En fait, moi, j'étais tellement tanné de ce camp de vacances-là. Je suis sûr que de nos jours, ça a changé. Vous pouvez envoyer vos enfants là-bas, ça ne me dérange pas. Là. Mais à l'époque, personnellement, ça me convenait absolument pas du tout. Fait que moi puis mon petit cousin, en bon débile redneck qu'on était, on s'est poussé du camp de vacances. Fait que, on est parti vraiment dans le bois, par-delà, en fait, ce qu'on appelle le rang Saint-Paul, qui est vraiment sur le bord du lac Simon. Si vous regardez sur la carte, vous avez le lac Simon qui est dans le bas, vous avez le rang Saint-Paul, qui est déjà vraiment creux dans le bois. C'est genre une demi-heure de marche. Là. Pour deux enfants qui avaient à peu près 7-8 ans dans le temps, c'était un peu débile, notre affaire. Fait qu'on traverse enfin le rang Saint-Paul, on part à l'aventure, on se ramasse des bâtons de bois, puis on se bat avec des épées comme des chevaliers. On traverse le rang Saint-Paul jusqu'aux berges de ce qu'on appelle le lac à l'ours. Lac à l'ours, en fait, c'est un endroit assez particulier. C'est un endroit énormément rocailleux. Autour du lac, il y a énormément de cavernes, petites montagnes, des criques et compagnie. Puis nous, on était vraiment genre, super impressionnés par l'endroit. On se promène au travers le lac à l'ours, puis qui est vraiment long. En fait, on serait vraiment parti vraiment pour longtemps si on n'avait pas été arrêté, en fait, par une rencontre qu'on a faite en chemin. On est arrivé sur le bord d'un vieux shack en bois rond, genre de shack qui aurait rendu jaloux, là, voyons, Carl Tremblay avec son shack à hectares. Tu sais, vraiment le genre de shack miteux en bois, un peu tout croche, que tu ne sais pas encore comment est-ce qu'il finit par tenir, malgré tout. Puis, en fait, en avant de ce shack-là, il y avait un homme assez âgé, mais quand même assez costaud, bien baraqué, qui était en train de fendre du bois. Le genre de personnage, tu sais, vous imaginez un bûcheron en fermant les yeux, là, c'est vraiment le bûcheron là, caractéristique. La chemise carottée rouge, pas verte comme moi, en fait. Vous aviez également tu sais, le gros shaggy, le blanc qui dépassait du top, avec, en plus de ça, un casque de raton. Là. C'était vraiment le cliché par excellence. Puis... il y a un sondage, je suis chaud du coq à l'âne, mais vous savez, il y a un sondage qui a été passé auprès des femmes au Québec qui disait en fait que si vous faites une rencontre dans le bois, qu'est-ce que vous préférez entre un homme et un ours? Et la vaste majorité des femmes répond un ours et non pas un homme en pleine forêt. Moi, en fait, je pense que j'ai trouvé la seule exception à cette règle-là, c'est le personnage qu'on a rencontré. Pourquoi?
OK? C'est quelque chose qui a brisé l'espèce de peur qu'on a des étrangers. Je ne vous ai pas dit, mais à cette époque-là, ma mère avait la fameuse manie de vouloir s'occuper de la coupe de cheveux à son petit garçon. Et à l'époque, je te pull off là, la plus belle coupe Longueuil que vous avez pas vue, là, qui vous descendait là, à peu près là, jusque dans le bas des épaules, avec là, vraiment là, un vrai de vrai redneck, là, comme vous avez l'image, là, pas juste qu'il me manquait la petite queue de rat, puis j'étais parti pour la gloire. Puis, quand j'ai levé les yeux, puis j'ai vu le regard de cet homme-là, j'ai vu que lui-ci, en arrière de son casse de poêle, il te dépassait un mulet, là, mais genre soyeux, blanc, tellement blanc qu'il aurait presque été doré, même qu'il aurait rendu jaloux Boucle d'Or. Là. On s'entend, c'est vraiment, là, ça a comme brisé tout de suite la peur, puis c'est la curiosité qui se ressemble, s'assemble, on dit souvent. Alors, on est allé, moi puis mon petit cousin, à la rencontre de cet homme. On a appris assez rapidement que cet homme-là, il s'appelait Théodore Mulet. C'est vraiment comme il portait très bien sa coupe de cheveux à l'effigie de son nom, en fait. Puis même que les gens des environs l'appelaient Teddy le Pad, qui est quand même un nom assez le fun pour de vrai. Puis Teddy a vraiment marqué notre imaginaire. Pendant qu'on s'est approché, mon petit cousin, un peu craintif, mais toujours curieux de faire face à quelqu'un qui me ressemblait un petit peu, il nous a parlé, d'ailleurs, en nous accueillant. Il nous a parlé, mais peut-être qu'il était un peu plus inquiet. Évidemment, tu vois deux kids d'à peu près 7-8 ans qui se promènent dans le bois. Je pense que la première règle d'or, c'est de dire, sont où vos parents, qu'est-ce que vous faites ici? Il y avait un drôle d'accent d'ailleurs, une espèce de mélange entre du Braillon puis un accent du Saguenay un peu bâtard. Je vous le ferai pas ce soir, je pense que je vais faire vraiment un crime à vos oreilles si je rentre dans les détails. Mais Teddy, en fait, nous a demandé, en fait, il était où nos parents? On a dit, on est au camp de vacances. Pourquoi vous n'êtes pas au camp de vacances? Bien, évidemment, on a sacré notre camp, on s'emmerdait. Il a dit, c'est correct, je respecte ça, mes deux Jacks. Mais, dites-moi une chose, est-ce qu'en vous en venant, vous avez vu des cavernes autour? Il a dit oui. Il a dit, vous êtes-tu rentré? Non. Il a dit, vous avez bien fait tabarnak, OK? Parce que laissez-moi vous raconter une histoire. Puis c'est là un petit peu comment ça commence à chaque fois. Teddy, c'est une espèce de conteur un peu caractéristique où est-ce que dès qu'il y a l'occasion, il se tire une bûche, il s'installe. Il se plie un petit peu comme ça. Moi, écoute, juste à 32 ans, ça commence déjà à couiner, je ne m'imagine pas au sien. Il va avoir à peu près 75 ans, lui. Fait qu'il s'installe, main droite sur le cœur, la main gauche dans les airs, ça donne un petit coup dans le mulet, puis il commence toujours ses histoires de la même manière. Parole de mulet, l'histoire est vraie. Si jamais il advienne qu'on me prenne à dire de la merde, qu'on me coupe le pad. Puis c'était toujours comme ça qui commençait ces histoires. Puis, en fait, on va souvent revenir à cette formule-là ce soir, puis je vais vous demander de la mémoriser parce que je vais faire appel à vous pour qu'on va toujours compléter cette phrase-là ensemble. Donc, on va juste faire un petit coup de pratique ensemble, juste pour être sûr. Donc, je vous la répète, vous complétez avec moi. Parole de mulet, l'histoire est vraie. Si jamais il advienne qu'on me prenne à dire de la merde... Yes! OK, une deuxième fois juste pour être sûr. Parole de mulet, l'histoire est vraie. Si jamais il advienne qu'on me prenne à dire de la merde... Hey, que vous êtes, je vous aime d'amour. Merci, Val-d'Or. Donc, Teddy s'installe pour nous raconter, en fait, une histoire. Je ne vais pas compter exactement tous les détails, mais en fait, Teddy, quand il nous posait des questions sur notre passage au lac Alour, il nous a posé quelques questions vraiment précises. Vous êtes-tu allé dans les cavernes? Non. Vous avez-tu senti des odeurs de pamais? Non. Puis surtout, avez-vous vu des ours dans le coin? On s'entend, on est au lac Alour. On fait le lien, évidemment, 1 + 1 = 2. On n'est pas surpris. Non, on n'avait pas du d'ours. Il dit, ça tombe bien parce que je vais vous raconter une histoire, l'histoire de la rage de l'ours. La rage de l'ours, en fait, c'est particulier. Je vais vous la raconter un peu comme Teddy me la racontait, mais avant toute chose, je voudrais avoir vérifié, parce que souvent, il y a comme de l'asymétrie d'informations sur cette culture-là. Est-ce que vous savez c'est quoi un cimetière d'ours? OK, avoir vos faces, je comprends bien. Un cimetière d'ours, en fait, c'est particulier. Un cimetière d'ours, c'est un endroit dans lequel est-ce que les ours s'en vont se laisser mourir. Vous connaissez évidemment les habitudes d'hibernation des ours. Ces derniers, après avoir été engraissés, que ce soit au saumon ou au baies sauvage, ou en se répétant dans le miel, s'en vont ultimement se terrer dans une tanière pour y passer l'hiver. Par contre, des ours en fin de vie ou un peu plus malades que les autres vont plutôt s'y laisser
mourir plus que hiberner. Et quand dans une grotte ou une caverne, ça arrive à plusieurs occasions différentes, donc on ne parle pas de 2-3 fois, on parle presque d'une dizaine de morts d'ours année après année dans la même grotte, on appelle ça un cimetière d'ours. Cimetière d'ours, en fait, ça a plusieurs spécificités qui sont liées justement à la légende de la rage de l'ours. Premièrement, en fait, on se serait attendu à ce qu'à l'intérieur de ça, ce soit des histoires de fantômes qu'on retrouve. Mais non. C'est pas parce qu'il y a des autres qui crèvent que vous avez des fantômes d'ours qui vont commencer à se lever de là. On n'est pas dans ce genre d'histoire-là. Ce qui est particulier, en fait, c'est que dans un cimetière d'ours, comme les ours meurent les uns par-dessus les autres dans le fond de la grotte, il y a comme un terreau fertile qui commence à s'y créer. Et à la longue, en fait, c'est un terreau spécial qui est très apprécié, en fait, d'un légume racine que vous connaissez sans doute, le panais. Vous voyez où est-ce que je m'en viens? En fait, il pousse tellement de panais dans des cimetières d'ours que quand on passe en avant, ça pue le panais à plein nez. Les panais en dedans, là, ça pousse du plafond, du plancher, sur les murs, et il y en a à pu finir. Ça a l'air vraiment le fun comme ça. Tu dirais, sacrément, pas besoin de me faire un potager. Moi, juste rentrer dans un cimetière d'ours, aller me chercher du panais. Mais c'est là que Teddy nous a fait un avertissement bien spécial. Les cas de la rage de l'ours, en fait, ça est développé lorsque, en entrant dans des cimetière d'ours, des gens, ils passent un long moment, un moment sans doute à y cueillir des panais comme on cueillerait des chanterelles, par exemple. Mais surtout, après ça, en ayant consommé les panais, il y a des conséquences qui s'en développent. Et c'est là que je reviens à l'idée de la rage de l'ours, en fait. Il y a comme deux grandes histoires autour de ça. La première, en fait, fait mention que les panais qui poussent à cet endroit-là créeraient tellement une soupe particulière dans l'écosystème que s'abreuver aux eaux de cette source-là vous donnerait un petit peu un élixir de jouvence, c'est-à-dire que vous commencerez à paraître un peu plus bombé, les cheveux un peu moins blancs, la masse musculaire qui remonte, tout ce qui pendouille revient douette finalement, mais à la longue, il y aurait quelque chose qui va dégénérer. Ça, c'est la première version de la légende. La deuxième, en fait, c'est juste que quelqu'un qui rentre à l'intérieur se fait comme possédé un peu par les vapeurs nauséabondes de l'endroit, puis commence un peu à virer fou. Et ces deux histoires-là, ces deux légendes-là, en fait, se recroisent un petit peu. Parce que, c'est curieux de le dire, mais c'est en 2015, la dernière fois où il y a eu un cas de rage au Québec, puis c'était un cas de la rage de l'ours, justement. C'est pas Teddy qui m'a raconté ça. Teddy est mort depuis plusieurs années, mais en ayant fait mes recherches, en 2015, en fait, sur le bord des lignes entre le Québec et l'Ontario, il y a un cas de rage de l'ours qui a été répertorié. Il y a des gens qui sont rentrés dans un des fameux cimetières d'ours pour y cueillir du panais, bande d'épais. Et ensuite de ça, à la longue, on commence à développer les symptômes. Évidemment, comme je l'ai dit, source de jouvence, on commence à se gonfler le torse, devenir un peu plus droit, tout ce qui pendouille, ça remonte. Mais après une couple de semaines, parce qu'ils sont retournés plusieurs fois, continuent à s'abreuver à la source de jouvence, à manger des panais, à se faire des soupes, imaginez toutes les possibilités. Mais à la longue, ces gens-là ont commencé à devenir de plus en plus agressifs. Des pointes d'écume à la bouche, les yeux injectés de sang. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on retrouve un matin levant dans un village avoisinant une personne qui aurait été éviscérée sur la place publique à main nue. En faisant différentes investigations, les autorités se sont rendues compte que les Jacks, qui avaient les épais, appelons-les de même, qui étaient rentrés dans le cimetière d'ours, avaient complètement sauté un câble et avaient décidé carrément d'attaquer un passant et de l'ouvrir à main nue sur la place publique, ce qui est complètement sauté. La rage de l'ours a d'ailleurs été longtemps associée à des cas de lycanthropie au Québec. Lycanthropie, ça veut dire des cas de loup-garou, si vous voulez, mais là, on est plus dans des cas d'ours-garou dans ce cas-ci. Jamais rien qui a été avancé concrètement comme preuve de ça, mais je vous dirais, en fait, la vraie morale de l'histoire, c'est si vous vous promenez dans le bois puis que ça sent le panais, entre vous puis moi, sacrez votre camp de là. C'est comme je pense, j'aurais pas dit mieux. Et c'est ce qui a mené, en fait, et je fais un pas, je sors un peu de la légende, mon sous-chef qui est avec moi, qui travaille à l'extérieur puis qui vous montre les belles assiettes là, qu'on a cuisinées ensemble, à mettre cette légende-là en produit. En fait, il nous a créé une sauce piquante qui s'appelle la rage de l'ours, qui a vraiment remis en valeur cette superbe légende oubliée du terroir que Teddy m'avait racontée. Fait que j'étais vraiment content de voir que je n'étais pas tout seul à l'avoir entendu. Je capotais vraiment, j'étais sauté barrette. Okay? Bref, ceci étant dit, la rage de l'ours a marqué énormément l'imaginaire et surtout, en fait, je vous dirais, dans le coin ici, il y a quelques cavernes, pour le peu de temps que j'ai passé,
qui, à mon humble avis, ont un potentiel d'être des cimetières d'ours. Écoutez un peu les récits des gens qui sont autour de vous. Écoutez les anciens surtout, les Autochtones qui peuplent la région. Vous seront capables sans doute de vous indiquer les endroits à éviter. Et comme je vous le disais, si ça sent le panais, sac ton camp de là. Donc, ça nous conclut un peu cette première mise en bouche qui va nous amener à vous expliquer un peu qu'est-ce qui se trouve maintenant devant vos yeux, mes chers amis. Vous avez une entrée qui s'appelle la rage de l'ours, vous l'aurez compris. Pour la déguster, en fait, vous avez une crème fromagée à l'ail noir et à la rage de l'ours, donc une sauce piquante à base de panais. Vous avez des panais fondants au beurre, ainsi que des chips de panais qui ont été servis avec du sel de feu, en fait, qui est le substrat d'un vinaigre fait dans Charlevoix, d'ailleurs, c'est des amis qui le font, une fois que le vinaigre a été fermenté avec différents aromas, dont le curcuma, le gingembre et le réfort, on vient ensuite de ça récupérer ce substrat-là, le faire sécher et on vous le sert en sel sur le dessus, ce qui fait vraiment une belle entrée sucrée-salée qui, à mon humble avis, devrait bien commencer la soirée. Et mes chers amis, bon appétit! Et évidemment, moi, on m'attend en cuisine. Alors ce soir, soyez pas surpris, de plat en plat, je vais aller et venir vous divertir un peu. On peut jaser énormément. Si vous avez des questions, vous m'approchez au passage. Puis ça se peut que si vous êtes bien gentil, je sois capable de vous glisser un deuxième service d'une entrée que vous aimez bien. Mais je promets rien, mais un vin bien placé, ça peut faire bien des miracles. Je dis ça comme ça. Bon appétit, messieurs, dames.